Bien le bonjour à vous, fidèles téléspectateurs de SOS Docteur TV, et merci encore de nous permettre de nous incruster voilà, dans vos intérieurs pour vous accompagner en cette matinée avec notre émission Le Plateau du Bien-être. Aujourd'hui, c'est le 12 août, journée internationale de la jeunesse, et en ce jour, nous allons tout simplement célébrer l'énergie, le courage, la bravoure de toute la jeunesse qui est en quelque sorte l'avenir de demain. Nous sommes là encore fidèles au poste ce matin pour vous donner le meilleur, plusieurs informations à notre actif encore en ce jour. Et ils sont là aujourd'hui. Je me sens un peu, seule, mais on va faire avec. Je suis, on va dire, la seule poule avec plusieurs coques. Il n'y a que des coques dans ce studio aujourd'hui. Et je suis la seule poule. Mais on va faire comment? On va y aller tout simplement. Et nous avons aujourd'hui l'honneur d'avoir dans ce studio un invité. Il est maïeuticien. Et il s'appelle Monsieur Wenpoul. Faut pas que j'écoche. Je vais juste dire Monsieur Big Togo. Parce que, ou bien, je vous appelle Monsieur Wen. Oui. Il n'y a pas de souci, ou bien Big Togo, il n'y a pas de problème. Ok, Monsieur Wend Big Togo, il est maïeuticien et avec lui, nous allons parler de la santé des mères et des nouveau-nés. Bonjour et bienvenue dans nos locaux. Bonjour madame et bonjour chers amis et vraiment merci beaucoup pour l'invitation de ce matin. Je suis ravi. Bon, je vous en prie. Nous allons passer un excellent moment. Ne vous inquiétez surtout pas pour ça. Merci beaucoup. J'espère que vous êtes prêts. Ah oui. Bonjour Ezekiel, bonjour Jacques, comment vous allez? Ça peut aller. Parce qu'on se sent tellement honoré. Parce qu'aujourd'hui, c'est nous les hommes qui dictons la loi sur le plateau. Pour une fois. Donc il faut te sentir aussi heureuse parce que tu es l'élu. Sinon le plateau pouvait être carrément masculin. N'est-ce pas? Bien, bonjour à tout le monde, bonjour aux jeunes. Aujourd'hui, les jeunes sont à l'honneur et moi ça me fait personnellement plaisir. Nous sommes jeunes, Ezekiel. Nous sommes jeunes, très jeunes, très dynamiques. Très dynamiques. Donc, donc nous sommes à l'honneur et c'est également l'occasion de saluer, comment je vais dire ça, l'engagement des jeunes parce que, ayons le courage de le dire, les jeunes sont très engagés aujourd'hui, les jeunes se cherchent vraiment et il faudrait qu'on accompagne cette jeunesse-là. Et si on n'arrive pas à encadrer cette jeunesse, c'est vrai qu'on dit très souvent, la jeunesse c'est l'avenir d'une nation, c'est l'avenir d'un pays, mais s'il n'y a pas de base solide, c'est faux, il n'y aura pas d'avenir. Donc, et puis, pour qu'il y ait vraiment avenir, il faut investir dans la jeunesse et c'est très important. Exactement. Alors, bien le bonjour à tous, bonjour aussi à nos chers amis, les amoureux du plateau, à nos jeunes, justement, fidèles amis, en tout cas la jeunesse qui nous suit tous les jours dans notre quotidienne. Voilà, chacun a passé le message très important, mais aussi, sachez, voilà, aussi vivre votre jeunesse, il ne s'agit pas de faire un peu n'importe quoi, guillemets, c'est aussi le moment, justement, de réfléchir, de construire, de faire, voilà, beaucoup de choses pour l'avenir. Donc on dit souvent que la vieillesse même se prépare pendant la jeunesse. Donc c'est important aussi de garder cette vision-là tout en profitant de votre jeunesse. Exactement, tout en profitant de votre jeunesse. Gardez la tête sur les épaules, comme on aime souvent le dire. Nous allons y aller avec la causerie, comme vous le savez, c'est chaque matin. Et aujourd'hui, la causerie d'aujourd'hui là, bon, vous êtes prêts? On y va. On y va? Ouais. D'accord. Votre femme est en plein travail, genre accouchement. Il y a des complications et on ne peut sauver qu'une seule personne. Le choix vous revient. Vous déciderez de sauver votre femme ou votre enfant. La question est à qui? Au roi. C'est compliqué. C'est très compliqué. Je dirais que c'est quelque chose qui arrive très souvent dans les hôpitaux. Et parfois, moi je dis c'est un dilemme. À un moment donné, on ne sait pas quel choix faire. Mais si peut-être
Jacques devait choisir, je préfère ma femme. Je préfère la femme, pourquoi? Parce que je me dis, elle pourra me donner notre enfant plus tard. Ce n'est pas encore la fin. Et puis, vous savez, la femme, c'est aussi l'enfant d'une famille. Et si je décide de sauver cette femme-là, c'est que je donne également vie à une autre famille. C'est vrai, quand d'aucuns me diront, je préfère sauver l'enfant. Mais cet enfant-là, qui viendra prendre soin de lui? Peut-être on me dira, il sera au sein de la vieille mère qui va lui donner ses seins qui ne sont plus en vie. L'enfant va tirer comme maman, comme on le dit souvent. Non, je suis sérieux. Je suis sérieux. Et cet enfant-là deviendra quoi plus tard? C'est vrai, d'aucuns me diront non, j'ai besoin d'un héritier. J'ai souffert avant d'avoir, en tout cas avant que ma femme le conçoive, donc je ne peux pas laisser, en tout cas cet enfant-là partir et garder la femme. Il y a vraiment un sérieux problème, surtout ceux-là qui ont des difficultés de conception. Et peut-être qu'on vous dira peut-être à l'hôpital que votre femme n'a droit qu'à un enfant. Est-ce que ce seul enfant va le laisser partir et préférer sa femme? C'est très compliqué, mais moi je préfère la femme. Je préfère la femme, même si on me dit que c'est la seule conception, c'est le seul enfant que cette femme-là pourra me donner. Je préfère la garder parce que, avant tout, on ne se marie pas juste que pour des enfants. Les enfants sont le fruit de notre amour. Et si on n'a pas d'enfants, on peut évoluer. C'est très souvent chez nous ici en Afrique, excusez-moi de le dire entre guillemets, qu'on pense qu'une femme qui n'a pas d'enfants n'est pas vraiment une femme accomplie. Elle n'est pas une femme dans un foyer et le foyer n'est pas stable. C'est archi faux et c'est cette histoire-là d'enfant même qui fait qu'aujourd'hui, les gens se mettent la corde au cou en ayant assez d'enfants et ça crée d'autres problèmes après. On peut se marier et décider de ne pas avoir d'enfants. Et si les enfants viennent, c'est une bénédiction. Et si on n'a pas d'enfants, Dieu même sait que bon, voilà, c'est à cause de certaines choses. Même, je préfère la femme pour le moment. Je reviendrai plus tard. D'accord, tu reviendras plus tard, Ézéchiel. Alors, disons qu'on a différentes manières de voir les choses. Hein. C'est vrai que dans une situation pareille, comme Jacques l'a dit, peut-être j'en viendrai à vouloir sauver ma femme parce que voilà, il y a déjà peut-être possibilité de refaire un enfant. Et même s'il n'y a pas, c'est comme il a dit aussi, hein, l'enfant a une autre famille parce que lorsque vous allez demander la main d'une femme et que vous engagez auprès de sa famille, eh bien, vous promettez de prendre soin d'elle et de la protéger dans tous les cas. Et donc voilà, c'est aussi, disons, la manière aussi de respecter l'engagement que vous prenez aussi envers la famille de cette femme-là. Maintenant, après, quand on revient dans les bases émotionnelles, sentimentales, vous savez, un enfant ou un bébé, c'est la seule personne que vous aimez avant de le connaître, par exemple. Et donc, il y a un attachement très particulier avec cet enfant-là. Et je me dis que parfois, c'est justement cette raison-là qui vous conduit à réfléchir profondément avant de prendre votre décision. Et je pense que ce n'est pas une décision facile à prendre. Hein. Et donc, je pense que le choix souvent vient du cœur. Parfois, on le fait aussi à contre-gré, hein, ça y est, contre-gré. Mais je pense que voilà, dans la plupart des cas, c'est la femme hein, qui va passer, disons, en priorité. Maintenant, il y a certains cas où la femme sait déjà qu'elle va avoir un accouchement compliqué parce que dans les bilans prénuptiaux, tout ça, on lui dit clairement que voilà, peut-être qu'il y aura un accouchement voilà, plus compliqué que... Même dans la consultation prénatale. Voilà, que d'habitude. Et donc, certaines femmes avisent leurs hommes et leur disent, eh bien, dans le cas où, voilà, ça tourne mal, et bien, sauve mon enfant et que... voilà, que mon enfant vienne au monde dans tous les cas. Et ça vous remet dans un autre dilemme. Parce que lorsqu'on vous fait promettre ce genre de truc, c'est aussi contre gré. Et vous n'avez pas forcément l'intention de respecter ce genre de promesses-là. Parce que c'est compliqué. Ça ne sera pas elle qui sera devant un choix à faire. Et c'est vous. Et vous réfléchissez aussi peut-être d'une autre manière. Vous avez vos engagements aussi. Et donc je me dis que dans ces cas-là, ça devient très compliqué pour l'homme. Ça veut dire que dans tous les cas que vous ayez sauvé votre femme, c'est vrai que dans un premier temps, elle sera dans le déni. Mais peut-être après, elle reviendra à la raison et elle comprendra le choix que vous avez fait. Et
si vous choisissez votre bébé, ben, sachez que la famille, elle, ne vous comprendra jamais, même si votre femme vous a dit, si ce cas se présente, eh bien, sauve mon enfant et laisse-moi partir. Voilà, je pense que ça peut être très éphémère, mais en même temps, ça peut être très très dur aussi de faire ce type de choix-là. Moi, je ne reviendrai pas. Je pense que c'est mon dernier mot par rapport à ce thème parce que c'est très très délicat. Je pense que ça, c'est le choix le plus délicat à faire pour un homme marié et qui peut-être voilà, en tout cas 2 vies dans sa main à sauver. Voilà. Alors, heureusement, sur ce plateau aujourd'hui, nous avons une personne qui se retrouve très rapidement, très facilement dans ce genre de situation. Alors, Monsieur Bictogo, dites-nous, face à ce genre de situation, comment est-ce que vous arrivez à gérer cela? Ah, vraiment, Tata Blandine, c'est un dilemme. Jacques, ai-je menti? Ah, c'est un dilemme. C'est un grand dilemme. Hein? C'est un dilemme. Hein. Voilà, et il y a un adage qui dit qu'aucune femme ne doit mourir en voulant donner une vie. Oui. Ça voudrait dire que, en tant que professionnel de santé et en tant que maïticien d'État, genre quelqu'un qui vit à la maternité, je pense que devant cette question, ce que je devrais faire, c'est de tout faire pour sauver la maman. Parce qu'il y a un adage élevé également qui dit que quand l'eau verse et que la jarre est encore intacte, on peut encore mettre de l'eau. Mais si l'eau verse et que la jarre aussi est cassée, vous allez mettre l'eau où? C'est pas simple, ou bien? Alors, je pense que nous devons tout faire dans ce genre de situation pour sauver la maman. Cela ne voudrait pas dire qu'en tant que professionnel de santé, devant toute circonstance, il faut laisser l'enfant partir parce que bon, je veux préserver la vie de la maman. Non, pas ça. Et il faut aussi noter que c'est en Afrique qu'on pense que le mariage égale enfant. Et en réalité, le mariage n'est pas égal enfant. L'enfant, comme disait M. Ezekiel tout de suite, ou bien c'est M. Jacques, c'est une bénédiction en fait. Vous vous mariez et ne pas pouvoir donner d'enfant, ça ne veut rien dire. Mais perdre sa femme au lieu de son enfant, sincèrement, c'est pas simple. Et une femme qui donne son cœur pour pouvoir amener une nouvelle vie sur terre et que pour le remercier, c'est de l'aider à mourir, je pense que ça fait très mal. Donc, nous devons, dans ce genre de situation-là, sauver la maman. Même si le papa, parce que, il y a, comme Jacques le disait tantôt, il y a de ces cas où on informe le mari que la femme ne pourra plus avoir d'enfants. Et peut-être que cet homme n'a pas forcément envie d'aller adopter d'autres enfants. Alors quand vous vous retrouvez par exemple dans ces cas, comment est-ce que vous arrivez à convaincre l'homme de pouvoir sauver la vie de la femme plutôt que la vie de son enfant? Alors moi, je pense que je ne serais pas un acolyte d'un traître. parce que une dame qui se porte volontiers d'amener une nouvelle vie sur terre et que devant ce dilemme entre elle et le nouveau-né, bon moi, je préfère sauver la maman. Et même si aujourd'hui on lui dit que demain elle ne pourra pas enfanter, je pense que c'est aujourd'hui. La science évolue et tout change de jour au jour. L'erreur d'aujourd'hui peut être, ou bien la vérité d'aujourd'hui peut être l'erreur de demain. Donc si aujourd'hui on le dit, on dit à la dame que tu ne peux pas enfanter, bon, sûrement nous sommes dans une évolution perpétuelle de la chose. La science évolue. On peut trouver une solution. Et aujourd'hui, je préfère dire que il n'y a plus cette histoire d'adar de ne pas pouvoir enfanter. Hein. Je pense que quand tu as les moyens, tu peux y arriver. Et aujourd'hui, il y a la fécondation in vitro qui est là. Voilà. Si la femme ne peut pas concevoir de manière naturelle, hein, on peut aussi passer par ce canal-là pour pouvoir faire vivre la dame cette joie de la maternité. Sinon, nous, en tant que praticiens, notre but est de sauver les deux vies. Sauver la vie de l'enfant, sauver la vie de la mère.
Et une chose est que la dame doit accoucher, mais il faudrait qu'elle soit en vie pour prendre soin, pour vivre la joie de cette maternité-là. Mais on ne va pas aussi faire accoucher une dame et elle est couchée à côté de certaines femmes qui allaitent leurs enfants et elle autre là, pour elle n'est pas là. Ce n'est pas aussi une joie. Voilà. Donc du coup, la priorité ici, c'est la vie maternelle. C'est la vie maternelle. La priorité ici, c'est la vie maternelle. Mais je voudrais emprunter un chemin qui, en tout cas, peut-être certains peuvent me voir un peu comme un sorcier. Mais c'est une réalité. Vous savez, il y a dans certains cas, on peut préférer sauver la vie de l'enfant et sacrifier la femme. Je donne un exemple. Parfois, quand vous voyez ce que la belle famille vous fait endurer, Jacques, tu n'es pas sérieux. quand vous voyez ce que la femme même vous a fait pendant la grossesse. Oui, Jacques, tu es sorcier. Tu es Non, je viens. C'est ça. Non, je viens. Parfois, quand vous prenez les problèmes qui existent entre ces deux familles-là, je vous dis, face à ces cas-là, vous allez préférer dire, je sacrifie la femme pour que j'ai l'enfant. Et tenez-vous bien, quand vous aurez l'enfant, ces problèmes-là vont finir. Parce que juste après l'accouchement là, monsieur, tu pars avec l'enfant. Et l'histoire avec les liens avec l'autre famille là, c'est fini. Parce que c'est l'enfant qui va vous lier, mais ils n'auront pas vraiment même misé sur l'enfant parce que vous êtes le géniteur. Sincèrement, disons la vérité. Et puis, il faudrait aussi qu'ils comprennent que qu'est-ce que dit la Bible. La Bible dit quoi? Que la femme, pendant l'accouchement, doit savoir que quoi? Qu'elle entre la vie et la mort. Donc, s'il arrivait que la femme décède, ben, c'est l'accomplissement de ce que la parole de Dieu a dit. Mais mes chers amis, je vous dis, quand vous évaluez tout ça, vous analysez tout ça, à un moment donné, face à la situation, il suffit juste d'expirer profondément et de dire, laissez passer la femme et que vienne l'enfant. Parce que la femme a donné vie. Elle part en toute grâce. Vous savez, moi, je le disais tantôt, hein, c'est vrai que quand on voit le thème comme ça, la causerie comme ça, plaquée, on se dit direct qu'on va sauver la femme. Mais c'est pas aussi évident que ça. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de paramètres qui peuvent rentrer dans le jeu, qui vont vous faire douter de votre choix. Comme je l'ai dit, ça peut être la pression familiale, ça peut être la pression même d'une promesse que vous avez déjà faite à votre propre femme qui vous a demandé de faire un choix et de faire ce choix-là justement. Et vous-même déjà qui réfléchissez à ce qui vous affecterait le plus émotionnellement. Maintenant, le fait est que dans tous les cas, dans toutes les décisions que vous allez prendre, vous allez perdre forcément. Vous allez gagner une personne et perdre une personne. Donc, vous ne sortez ni totalement gagnant ni totalement perdant de cette histoire. Donc, je pense que, voilà, ce qu'il faut faire, c'est se rapprocher le plus possible de la décision la plus rationnelle. Et aujourd'hui, le médecin avec nous, il a dit, pour eux, dans leur domaine, professionnel de la santé, le but c'est de sauver les deux, mais lorsque le cas devient plus compliqué, c'est de sauver la femme. Donc voilà, ça c'est respectable aussi parce que c'est un peu leur code d'honneur, si on peut le dire comme ça. Mais aussi, voilà, il faut penser aussi à d'autres personnes qui entourent cette femme-là parce que ce n'est pas aussi évident que ça. En tout cas, que Dieu préserve tous les hommes vraiment de cette ère, de ces situations-là. Il ne faut pas que ça se présente vraiment. En tout cas, moi, je ne souhaite même pas ça à mon pire ennemi. C'est vrai, c'est vrai. Bon, comme Monsieur Wen vient de le dire, c'est vrai que pendant la période de l'accouchement, ce qui est préférable, c'est de sauver et la mère et l'enfant. Et quand on se retrouve face à une situation autant compliquée, c'est vrai que c'est pas facile de faire un choix. Mais bon, je pense qu'il l'a dit. Aujourd'hui, la science nous permet d'évoluer. Et quand on sauve la vie de la maman, forcément, elle aura à faire d'autres enfants. Même si ce n'est pas celui qui est parti, il y aura d'autres enfants. Donc voilà. Courage à toutes ces personnes qui peut-être traversent ce genre de situation. Et on souhaite vivement que toutes les personnes, toutes ces femmes-là qui sont enceintes, accouchent tout simplement, facilement, qu'il ait le bébé et l'enfant et surtout en bonne santé. Voilà, ce sera donc tout pour la causerie de ce matin. Nous allons y aller avec l'info du jour.
La CEMU, la couverture maladie universelle lancée en Côte d'Ivoire pour permettre l'accès aux soins de santé à toutes les couches de la population, se veut aujourd'hui un gage de santé pour tous. Avec un taux de couverture de 70%, comment se comporte-t-elle, comment se programme-t-elle? Élément de réponse avec nos confrères de la RTI. La CEMU, en avez-vous déjà entendu parler? Je dispose d'une carte CEMU, je crois, depuis près de 3 ans maintenant, hein, mais je ne l'ai jamais utilisée. C'est pour la couverture maladie universelle. Donc on doit faire ça pour l'arrivée à l'hôpital. Ça serait facile pour nous. L'État va prendre 70% de nos charges. La CEMU, la couverture maladie universelle, une assurance maladie lancée par l'État ivoirien pour permettre à toutes ces populations, surtout les plus défavorisées, de se soigner à moindre coût, comme un gage de santé pour tous. Ce matin-là, dans ce centre hospitalier régional de Mans, à 560 km d'Abidjan, ce père de famille vient faire consulter son jeune fils atteint d'une toux sèche persistante. Monsieur, mettez l'index droit. Mais avant, arrêt obligatoire au guichet d'enregistrement pour se faire établir un bon de prise en charge. Dans ce service d'otorhinolaryngologie, ils viennent consulter ce médecin spécialiste des troubles du nez, de la gorge, de l'oreille, de la tête et du cou. Tu tousses. D'accord. Et puis quoi encore? Tu as enrhumé? Hein? La mauve là, ça coule. Le petit garçon de 4 ans sera traité comme tout autre patient. À une seule différence, son père déboursera moins car disposant de sa carte CEMU. La CEMU, une police d'assurance souscrite par le père et qui couvre aussi les soins médicaux du fils, prenant aussi en charge les médicaments prescrits par le médecin. La consultation, il faut dire que nous sommes bien reçus, ça va. Mais pour pouvoir en profiter, il faut s'assurer que sa carte CEMU est bien à jour. On s'attend à ce que tout usager puisse bénéficier des prestations à travers sa carte CEMU à jour et valide également. Je dis à jour et valide parce que c'est ça aussi les difficultés. Il arrive que des usagers disposent des cartes mais qui ne sont pas à jour. Une carte CEMU permet à l'assuré de ne payer que 30% du prix de l'acte, soit 30 francs au lieu de 100 francs la consultation dans les centres de santé ruraux, 150 francs au lieu de 500 francs dans les centres urbains FSU, CSU, 300 francs au lieu de 1000 francs dans les hôpitaux généraux, 450 francs au lieu de 1500 dans les CHR et 1500 francs au lieu de 5000 francs dans les CHU. L'État prend en charge 70% des prestations. La CEMU a un panier de soins qui permet de prendre en charge les principales problématiques de santé publique et dont la phase opérationnelle a démarré le 1er octobre 2019, et ce, dans toute la Côte d'Ivoire. À Abidjan, par exemple, l'hôpital général d'Adjamé voit aussi affluer des malades, détenteurs de la carte CEMU. C'est le cas de Koni Diakité, une fonctionnaire dans la cinquantaine qui vient pour un problème dentaire. Est-ce que vous avez une carte CEMU? Je peux voir votre carte, s'il vous plaît. Une carte qui lui permet d'être tout de suite reçue, prise en charge, puis orientée vers la pharmacie de l'hôpital. C'est le cas de cette pharmacie qui reçoit en moyenne une dizaine de personnes ayant souscrit à la couverture maladie universelle. Là, j'ai reçu un bon CEMU de l'enfant Yébois et donc on va traiter son bon. Bon, tous les médicaments sont disponibles, mais maintenant, il reste à savoir si ce sont des médicaments qui sont valides sur la CEMU. Médicaments indisponibles ou non couverts par la CEMU. Qu'est-ce qui pourrait l'expliquer? Merci, madame. Merci. Pour le directeur de la CNAM, la Caisse nationale d'assurance maladie prend les mesures nécessaires. L'approvisionnement en médicaments des centres de santé publics dépend de la centrale d'achat qui est en train de s'organiser pour pouvoir améliorer, n'est-ce pas, la disponibilité. Nous avons contracté avec les officines de pharmacie du secteur privé et depuis un certain temps, nous travaillons ensemble. Nous sommes passés d'un taux de dispensation de médicaments de 10, de 8 à peu près 70% aujourd'hui. Pour bénéficier de la CEMU,
il faut s'acquitter des cotisations annuelles s'élevant à 12 000 francs CFA, soit 1 000 francs CFA par mois. Mais avant tout, se rendre dans l'un des 1227 centres d'enrôlement, comme ici à Cocody. Eric Koné, la trentaine, vient se faire établir une carte. Ces informations personnelles sont recueillies dans un système biométrique. En quelques minutes, il peut alors disposer du précieux sésame grâce à une production in situ des cartes. J'en ai vraiment besoin pour faire les différents documents administratifs et que j'étais beaucoup bloqué aussi. Donc, je suis vraiment content d'avoir reçu ma carte. Bon, le temps passe ici, il est court déjà, ce qui est bénéfique pour tout le monde et ça permet aux travailleurs de venir faire le carte rapidement pour repartir. Environ 13 millions de personnes sont à cette date enrôlées dans la CEMU pour un objectif de 20 millions avec, entre autres, l'acquisition de bureaux mobiles pour les enrôlements et retrait des cartes CEMU. Une assurance santé qui prévoit aussi un régime d'assistance médicale non contributif destiné aux personnes démunies exclues du système de santé. Voilà, aujourd'hui on parle de l'assurance maladie, Jacques. Oui, c'est vrai, il faut dire qu'aujourd'hui, la couverture maladie universelle est un cheval de bataille pour nombre de gouvernements. Et ils arrivent aujourd'hui à s'investir à fond dans cette politique. Et il faut dire que nous étions en Côte d'Ivoire. C'est vrai qu'aujourd'hui, même en Côte d'Ivoire, on peut le constater, il y a encore des insuffisances, des manquements autour de cette couverture, de cette CMU-là. Et nous ne sommes pas sans savoir aussi qu'ici au pays, au Togo, et depuis le 1er janvier 2024, l'assurance maladie, il y a aussi un programme ici chez nous comme ça avec la Caisse nationale de sécurité sociale, CNSS, et qui permet en tout cas à la population d'avoir sa couverture, sa carte de couverture maladie universelle. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a encore quelques réglages autour de ce projet, mais il faut quand même dire que la démarche a déjà commencé. Récemment, il s'est tenu également un sommet ou un forum des pharmaciens de la sous-région. Ils se sont retrouvés ici au Togo pour discuter des questions de la couverture maladie universelle. Donc il faut dire qu'il y a déjà une volonté. Maintenant, cette volonté-là, il faut vraiment des engagements qui prouvent à suffisance qu'on veut tendre vers quelque chose de bien, d'excellent, parce que même dans l'élément qui vient de passer, vous allez constater qu'il y a des produits, des médicaments qu'on ne retrouve pas ou encore qui ne sont pas pris en charge. Oui. Et actuellement, c'est l'un des sujets qui fait également polémique autour de la couverture maladie universelle. Et cette histoire de produits non pris en charge, quelle est la liste des produits pris en charge et quel est réellement l'engagement au niveau de certaines structures sanitaires. Et puis cette histoire de la carte de l'assuré. Aujourd'hui, combien de personnes ont leur carte d'assuré? Donc c'est tout ça là qui fait qu'aujourd'hui on ne cerne pas vraiment les contours et les populations également sont un peu réticentes parce que elles n'ont pas vraiment assez d'informations. Et cette histoire de prélèvement aussi qui suscite beaucoup de questions parce qu'il y en a qui estiment que les 5% que vont prélever la Caisse nationale de sécurité, c'est un peu trop. Donc il y a assez de discussions, mais vivement qu'on puisse trouver de meilleures solutions pour que tout le monde puisse accéder aux soins de santé à moindre coût. C'est l'essentiel. C'est l'essentiel. Et ce sera donc tout pour l'info du jour de ce matin. On va avec la publicité. L'amour, c'est des hauts, c'est des bas. Et quand la femme dit non, c'est vraiment non. Mais rien ne vaut un petit cadeau pour raviver la flamme de l'amour. La femme se fait belle et sensuelle pour votre plaisir. Claudia Lingerie, nous disposons de toute une collection de sous-vêtements haut de gamme pour hommes, femmes et enfants à un bon prix. Soyez ceux qui portent des sous-vêtements confortables. Claudia Lingerie, nous sélectionnons pour vous de la lingerie fine de qualité pour sublimer vos soirées. Claudia Lingerie, sur la route d'Agbalépédo, juste à côté du monument Grand Œuf Blanc. Infoline 00228 97 01 03 03 0228 97 01 04 04. Claudia Lingerie, l'élégance a une adresse.
M-Afrique, Association internationale des médecins pour la promotion de la santé en Afrique, première ONG internationale d'origine africaine spécialisée dans les actions médico-chirurgicales humanitaires. M-Afrique, c'est la promotion de la santé et l'éducation pour tous en Afrique. M-Afrique est membre du Conseil économique, social et culturel de l'Union africaine, le COSOC UEA, également accrédité à l'ECOSOC ONU. Les médecins de M-Afrique, présents en Afrique et en Occident, réalisent chaque année plus de 2500 opérations chirurgicales et 25 000 consultations médicales spécialisées gratuites en zone rurale et périurbaine en Afrique. M-Afrique, c'est la formation continue des acteurs de la santé, la recherche, les missions médico-chirurgicales humanitaires foraines gratuites, la lutte contre les maladies transmissibles et non transmissibles, la promotion de l'éducation pour la santé, le développement communautaire. M-Afrique, une nouvelle vision de la solidarité africaine. M-Afrique, c'est amener l'hôpital vers les populations rurales et vulnérables. M-Africa, oh. Retour donc dans cette émission, c'était la publicité et tout de suite défi de la semaine. Alors toujours dans l'optique d'occuper les enfants pendant les périodes de vacances, Ezekiel, tu as un nouveau défi pour nous ce matin. Oui, le défi aujourd'hui, toujours dans l'optique, la dernière fois on a parlé de comment justement aider les enfants à utiliser l'instrument de musique. Et donc aujourd'hui, je vous invite à faire découvrir à vos enfants une discipline sportive, parce que non seulement ça peut aider au niveau de la santé, parce que vous savez, lorsque les enfants entrent en vacances, ils sont beaucoup plus attirés par le digital, ce qui est réseaux sociaux, YouTube et puis la télévision. Et donc c'est aussi une période où les enfants grignotent beaucoup et ne bougent pas beaucoup. Donc tout le temps c'est dans le canapé assis et en train de regarder ces genres de trucs là et ils ne bougent pas beaucoup. Donc c'est l'occasion justement pendant cette période de pouvoir les inviter, en tout cas les initier justement à découvrir une nouvelle discipline sportive et peut-être ils y trouveront aussi leur passion. Donc je dirais que c'est un peu un défi, vacances sport. Voilà, pour les enfants, plus pour les parents, pour aider les enfants justement à sortir un peu de la routine des vacances. Il n'y a pas que la routine, parce que moi je me dis ce défi-là peut amener un enfant à développer sa profession plus tard. Je m'explique. Quand récemment lors des Jeux Olympiques de Paris, il y a une Américaine là qui a fait des prouesses en gymnase là. Il faut dire que quelques jours après, j'ai vu une vidéo d'une petite fille là, en tout cas très petite fille, qui faisait également des gymnases sur un petit bâton comme ça là, et elle faisait très bien avec des acrobaties pas possible. Et c'est là que je me suis dit, écoutez, si les parents arrivent à encadrer cet enfant là, imaginez quand elle aura peut-être 18 ans ou 20 ans, vous imaginez un peu son niveau. Donc c'est pour dire que c'est vrai, c'est un défi, ou encore c'est des exercices de vacances, mais dans ça on peut arriver à identifier en cet enfant là un talent, et si on arrive à parfaire ça, la voie professionnelle de cet enfant est trouvée. Généralement, on pense que c'est rien qu'à l'école, c'est-à-dire il faut faire de longues études et après et autres, mais dans le sport, on peut quand même arriver à orienter son enfant. Alors la grande question qui se pose, c'est comment initier ces enfants-là à une nouvelle discipline sportive. Alors déjà pour commencer, il faut savoir que les chiens ne font pas des chats, c'est-à-dire que si vous ne faites pas de sport, votre enfant ne le fera jamais. Pas forcément. Enfin, je vous dis que dans la plupart des cas, lorsqu'un parent ne fait pas de sport, ça n'incite pas aussi l'enfant à le faire. Ce que je veux dire, c'est que c'est à vous de montrer la voie à votre enfant justement. De pratiquer au moins un sport qui peut-être lui plaira, peut-être pas forcément, mais au moins il sera intéressé par déjà l'atmosphère sportive. Faites du sport, un rendez-vous régulier avec votre enfant, même si c'est une petite course à pied ou bien de la marche, vous pouvez le faire avec votre enfant, ou laissez-le choisir par exemple un sport qui le motive, ou qu'il aime bien, ou dont il connaît les règles, ou qui l'intéresse. Donc voilà, c'est aussi important. Et puis veillez aussi à maintenir aussi sa motivation sur le long terme, parce que on sait que les enfants ils s'intéressent trop vite à autre chose, et donc s'ils prennent un petit truc maintenant, ils se lassent très vite. Donc il s'agira aussi de le garder motivé justement
justement sur un long terme, et puis proposer lui aussi des sports ludiques, peut-être qu'ils vont le faire travailler un peu aussi la tête, donner lui aussi la possibilité de choisir par lui-même, comme je le disais, c'est très important qu'il choisisse, parce que on ne comprend pas forcément pourquoi un enfant s'intéresse plus à un sport qu'à autre chose, pas seulement au sport, mais en général les enfants s'intéressent à ce qui leur plaît bien, donc c'est aussi le cas du sport, donc laisser le s'intéresser au sport qu'il veut, et puis miser beaucoup sur ses amis. Parce que vous savez, ils sont attirés aussi par les groupes. Vous savez que si par exemple c'est du foot, et il y a beaucoup d'amis qui font du foot, il va forcément vouloir aller faire du foot avec eux. Donc miser sur ses copains, regarder un peu ce que les copains font. Et puis je pense qu'il va aussi s'orienter vers là maintenant après, pratiquer peut-être l'activité sportive en famille aussi. Ça peut beaucoup vous aider et valoriser le pardon et permettez-lui de s'épanouir sans pression. C'est-à-dire que il n'a pas obligation de résultat quand il fait un sport donné. Donc voilà, c'est à vous de lui dire justement que voilà, quelle que soit la manière dont tu le fais bien. L'important c'est d'entretenir ton physique et ta santé. Donc je pense que ce sont les quelques pistes que je peux donner aux parents aujourd'hui pour permettre justement de faire découvrir à leurs enfants une nouvelle discipline sportive, mais aussi à garder la santé, parce que faire du sport c'est aussi bien pour la santé. En tout cas, le message est bien passé, j'espère. Et moi, ce qui m'a le plus intéressé dans ce que tu as dit, c'est de laisser les enfants choisir ce qu'ils veulent faire. Parce que si on t'oblige à faire quelque chose, c'est sûr, tu ne le feras pas bien. Ce sera tout pour aujourd'hui. Ce sera tout pour aujourd'hui. Voilà, c'est les quelques petits pistes que j'ai eu à donner. Mais n'oubliez pas aussi que les enfants n'aiment pas perdre généralement. Donc s'ils font un sport où ils commencent à perdre, vous sentez qu'ils vont perdre, dites-leur que c'est pas grave de perdre, c'est pas très important de perdre. L'essentiel c'est de participer aussi. Ça va rester motivé aussi. Et puis voilà, comme je l'ai dit, ça reste un jeu, et que votre enfant il prenne du plaisir, c'est le plus important. Il prend du plaisir, c'est le plus important. Ce sera donc tout pour défi de la semaine. Place à présent à Que sais-je. Que sais-je, cette rubrique qui rend le savoir contagieux aujourd'hui nous emmène encore très loin. Nous allons parler du jaunissement des urines. Est-ce un signe de palu? Franchement, moi-même, je me pose cette question parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent ça quand tu urines et que c'est jaune, c'est que tu vas tomber malade. C'est le palu qui te guide. Jacques, est-ce que c'est vrai? Il faut dire que le palu a tellement fait de victimes qu'aujourd'hui, quand on sent un petit malaise, là, c'est le palu. On voit le palu. On voit le palu partout. Et aujourd'hui, la rubrique qui rend le savoir contagieux va rendre encore plus antiseptique de l'ignorance. Il faut dire que l'urine, en réalité, de façon naturelle, est jaune. Mais lorsque ça devient jaune foncé, en ce moment-là, il y a de quoi s'inquiéter. Alors, il y a plusieurs facteurs qui peuvent expliquer cette couleur-là ou encore le jaunissement foncé des urines. Alors, il peut s'agir de la concentration des urines. C'est-à-dire que lorsqu'on ne s'hydrate pas, il y a une certaine concentration des urines, ce qui fera que lorsque vous aurez à faire la mixture, c'est-à-dire lorsque vous aurez à uriner, vous allez voir une très forte concentration de cette couleur jaunâtre-là et vous allez vous dire que je ne me sens pas bien. Alors, il faut apprendre à s'hydrater. La seconde chose, c'est qu'il y a aussi la présence de pigments, c'est-à-dire que quand on prend les urines, il y a la présence de certains pigments que nous appelons des pigments naturels. Et on les appelle très souvent les urochromes. Donc, c'est eux qui contribuent souvent à la coloration de l'urine. Lorsqu'il y a une forte concentration aussi, on peut sentir ou encore on peut observer, d'accord, cette forte couleur jaunâtre de l'urine ou encore foncée. Il y a les médicaments. Lorsque parfois quand on est sous traitement, certaines personnes même vous diront que quand j'urine là, je sens l'odeur du produit dans les urines. Donc quand on est sous traitement, on peut aussi être amené à avoir des urines beaucoup plus colorées. Et il y a aussi l'alimentation, souvent aussi on parle de la vitamine B, des aliments riches en vitamine B peuvent contribuer également. Mais il faut dire, quand on prend le paludisme et la coloration des urines, c'est là même ce qui est intéressant dans cette rubrique, lorsqu'il faut faire le lien. Alors, il faut dire que
la coloration des urines ne définit pas directement la présence ou encore voilà, du paludisme. Et ce que l'on ne sait pas, c'est que pour ces personnes-là qui sont drépanocytaires, on parlera de quoi? Des personnes qui souffrent des maladies hémoglobinopathie, voilà, qui souffrent de l'hémoglobinopathie, c'est-à-dire qui sont des maladies du sang. Il faut dire que ces personnes-là, comme ceux qui souffrent de la drépanocytose ou qui font des crises, peuvent être amenées à avoir des urines colorées. Et ces personnes-là aussi qui souffrent des maladies que les médecins appellent généralement les pathologies hépatobiliaires, c'est-à-dire qui sont souvent liées au foie et autres. Donc ces personnes-là, les hépatites, on en parle souvent, peuvent être amenées à avoir des urines beaucoup plus colorées. Alors ici, l'indice, c'est que quand vous voyez que vous avez des urines beaucoup plus foncées, ne vous dites pas que c'est le paludisme. Il peut y avoir plusieurs facteurs qui se cachent derrière. Donc, lorsque vous vous hydratez, vous surveillez votre alimentation, mais vous constatez que c'est toujours foncé, alors là, allez vous faire consulter parce que là, c'est pas le palu. En tout cas, aujourd'hui, quand je vais rentrer à la maison, je vais prendre mon mégaphone, je vais crier. Les urines colorées, là. C'est pas signe de palu. Je vois que Jacques nous a donné voilà, plusieurs facteurs qui vous permettent de colorer l'urine. Et puis, il faut noter que vous ne pourrez jamais faire la différence entre ce qui est et ce qui n'a pas. Donc, le mieux là, quand vous avez une jaune là, allez consulter. C'est mieux. C'est ça. Pour éviter tout problème. Généralement, quand on dit je ne me sens pas bien, on dit tu as uriné, c'est comment? C'est jaune. C'est le palu. Et puis, il faut aussi rappeler qu'il y a certaines personnes qui peuvent uriner et dans l'urine, qu'on observe du sang. Souvent les médecins parlent de l'hématurie. Ça aussi c'est un autre facteur. Et il y a des personnes même qui ont des urines sous forme de la couleur de Coca-Cola. Ça aussi c'est encore dangereux. Donc il faut aller se faire dépister, bon, en tout cas se faire consulter pour qu'on puisse déterminer les vraies causes. Sinon vous allez rester que ça c'est pas lui avancé. Il y en a même qui disent pas lui avancé. Pas lui qu'on trouve tous les noms possibles là. Attention, c'est dangereux. Attention, c'est dangereux. En tout cas, on vous le dit tout le temps dans cette émission. Quand vous avez un petit souci de santé, quand vous savez qu'il y a un petit mal quelque part, rendez-vous automatiquement à l'hôpital, vous faire soigner. C'est très important. Ce sera donc tout pour Que sais-je de ce matin. Nous partons en pause et nous revenons juste après. Retour donc sur ce plateau. À présent, nous allons nous intéresser à la santé des mères et des nouveaux-nés. Ce sera avec notre invité du jour, Monsieur Wenbik Togo. En tout cas, merci d'être là sur ce plateau avec nous. Et c'est un honneur pour nous de vous recevoir. Vous êtes, je le rappelle, maïeuticien d'État. Déjà, c'est quoi un maïeuticien? Alors, vraiment, je dirais merci à vous, Tata Blandine, pour l'honneur en m'invitant ce matin sur ce plateau. Et il faut dire que la maïeutique même vient du mot grec, maïeutikos, qui signifie l'art d'accoucher. La santé va aller maintenant emprunter ce mot et l'attribuer au sexe masculin qui exerce le métier de la sage-femme. Donc ça voudrait dire
qu'un maïeuticien d'État, c'est en quelque sorte une sage-femme, mais de version masculine. Voilà. Et dans certains pays, on ne les appelle même pas des maïeuticiens, mais on les appelle carrément des sages-femmes. Voilà. Donc, un maïeuticien, c'est aussi égal à une sage-femme. Moi, la première fois j'ai entendu de ce mot, la maïeuticien, j'ai dit, ah, donc c'est les sages hommes. Donc c'est les sages, il y a sage-femme et puis sage-homme. Voilà, en fait, en réalité, quand nous prenons le mot sage-homme, c'est un mot composé. C'est le sage qui revient au prestataire. Mais la femme qui suit n'est pas liée au prestataire, mais liée à sa cliente qu'elle prend en charge. Donc, quand on dit sage-femme, c'est une sage qui prend en charge une femme. Okay. Voilà, donc la sage, c'est la prestataire, et la femme maintenant, c'est sa cliente. Mais vous accouchez aussi les femmes? Oui, c'est mon boulot. Il n'y a pas que des noms. Il faut dire que c'est un métier qui est très rare, en tout cas, et très peu sont ces personnes qui se spécialisent dans ça. Comment vous est venue l'idée là de faire carrière dans ça? Alors, il faut dire que d'abord, ce métier, en l'exerçant aujourd'hui, c'est une vocation. Et une vocation de telle enseigne que quand vous regardez les femmes qui souffrent pour amener d'autres vies sur terre, et on a quand même envie de les aider et de les assister et de compatir ce qu'elles endurent en fait. Voilà, c'est ce qui a conduit à cette spécialisation. Voilà, et vivre le métier de maïeuticien, je ne vois pas d'extra. Parce que si cela devait être extraordinaire comme tel, bon, le gynéco ici allait être vraiment aux anges en fait. Parce que c'est l'envie de vouloir assister, comme je venais de le dire, l'envie d'être le premier témoin de l'arrivée sur terre des êtres vivants. C'est ça qui nous conduit à aller vers ce métier-là. Et le vivre, comme je le disais, c'est très simple. Il n'y a pas de complaisance, il n'y a pas de problème. Voilà, plutôt, on est fier de servir la femme. Est-ce que vous êtes nombreux dans, par exemple, là où vous travaillez, est-ce qu'il y a plusieurs maïeuticiens ou bien vous êtes le seul? Voilà, c'est vrai que là où moi je suis actuellement, je suis seul là-bas. Je suis le seul maïeuticien et il y a beaucoup de sages-femmes qui y sont. Et donc on travaille en collaboration sans souci. Je pense que pratiquement au Togo, il n'y a pas de maïeuticiens comme ça parce que le Togo ne forme pas de maïeuticiens. Voilà. Mais dans d'autres pays, ça se forme. Au Burkina, il y a plein de maïeuticiens là. En Côte d'Ivoire, la première promotion vient de sortir l'année passée ou bien l'année surpassée. Au Cameroun, il y en a plein. Et au Mali, il y en a aussi également. En France, il y en a. Et depuis 41 ans, comme ça, la France forme des maïeuticiens. Mais là, on ne les appelle pas des maïeuticiens, mais des sages-femmes. Voilà. Mais est-ce qu'il n'y a pas des femmes qui sont réticentes souvent? Parce que souvent, les femmes préfèrent les sages-femmes, elles se confient facilement. Mais elles se confient à un homme. Est-ce que... Voilà. Et en fait, c'est là où c'est vraiment intéressant. Hein. Et il faut dire que le but dans l'exercice, c'est de tout faire pour que les femmes ne voient pas en toi cette histoire de genre, cette histoire d'homme. Et il faut que la femme voit en toi un professionnel qualifié qui peut venir à bout de son problème, qui peut l'aider. Voilà. Donc du coup, avoir un problème de communication, avoir un problème de réticence vis-à-vis des femmes, non, bon, je ne vis pas ça. Plutôt, je pense que les femmes aiment ma compagnie. Et je ne sais pas si c'est parce que je suis de sexe opposé et tout, mais je fais de telle enseigne que ces femmes-là ne voient pas en moi un homme, mais plutôt quelqu'un qui veut les servir. Voilà. Alors, monsieur Bictogo, nous allons rentrer dans le vif du sujet parce que vous êtes quand même spécialiste dans le domaine de la santé de la mère et de l'enfant. Alors, dites-nous, quelles sont les principales préoccupations justement de santé des mères et des nouveau-nés que vous rencontrez voilà, dans la pratique de votre domaine, voilà. Alors, les principales préoccupations, il y en a plein. Et
Si on prend la mère par exemple, si on prend les mères par exemple, et sur le plan gynéco, vous allez voir des femmes qui arrivent avec des pathologies gynécologiques comme les infections vaginales, les problèmes des seins, douleurs, bon, genre les douleurs au niveau des seins, d'autres problèmes liés à leurs appareils génitaux. Alors une fois que nous on pose ce genre de diagnostic, et on les refait parfois vers les spécialistes les plus aguerris, surtout quand il s'agit des prises en charge chirurgicales, et voire même certains prises en charge médicales que nous ne sommes pas habilités à le faire. Et là, nous, on refait ces femmes-là vers les spécialistes les plus aguerris. Alors, sur le plan obstétrical, nous avons la plupart des temps, on reçoit les mères avec des problèmes d'hypertension artérielle, les femmes qui viennent avec une grossesse et où la tension commence par menacer, que nous appelons en jargon médical la pré-éclampsie, qui peut être modérée, sévère et aller jusqu'au niveau de l'éclampsie. Voilà. Et surtout également dans le cadre de l'obstétrique, on a des mères qui viennent, des femmes qui viennent parce qu'elles ne sentent pas par exemple les mouvements de leur bébé. On essaie de voir si est-ce que le bébé là est toujours vivant, est-ce qu'il y a un souci au niveau du bébé et tout. On a également des femmes qui viennent enceintes et avec d'autres pathologies comme le paludisme, comme les infections que nous prenons en charge. Voilà, en postpartum par exemple, les femmes, vous allez voir une femme qui rentre à la maison après un accouchement qui revient pour des douleurs abdominales et après examen on peut voir qu'il s'agit peut-être d'une endométrite. C'est une infection qui attaque l'utérus de la femme après l'accouchement. Voilà, si la femme n'est pas vraiment bien prise en charge, vous allez voir que dans le temps, le moment demande aux femmes accouchées de protéger très bien le sexe, que l'air va rentrer. Voilà. Et ça, c'est sur le plan médical, il faut dire que l'air va rentrer là, ça peut être lié aux germes. Une femme qui accouche et que ses protège slip ou bien ce qu'elle utilise pour se protéger n'est pas tellement propre et tout, peut envoyer des germes qui vont passer par l'écoulement des lochies et atteindre maintenant l'utérus et causer des problèmes à cette femme-là. Donc nous recevons des cas d'infection en postpartum et tout. Alors chez les enfants, vous allez voir qu'on amène un enfant, par exemple, vous allez voir avec une infection de l'ombril, c'est-à-dire que l'ombril n'a pas été vraiment pris en charge. Alors je profite de l'occasion en même temps pour demander à nos mamans que après l'accouchement, quand on les libère de rentrer à la maison, de respecter ce que les médecins leur disent de faire et d'éviter ce qu'on leur dit de ne pas faire. Parce que nous avons remarqué que beaucoup de mamans arrivées à la maison, il y a des mamans qui utilisent des déchets, par exemple des bœufs, pour mettre sur le cordon, pour faire tomber vite le cordon. C'est très dangereux. Le cordon, c'est une porte d'entrée. Le cordon, ça peut envoyer des germes au niveau du corps de l'enfant. Donc, c'est un organe à protéger. Et je pense qu'on en parlera après sur l'hygiène du cordon et tout. Voilà. Et éviter de mettre le sel. On constate qu'il y a des mamans qui mettent du sel avec comment on appelle-t-on, beurre de karité pour faire vite tomber le cordon ombilical. Alors je pense que ce n'est pas vraiment des bonnes pratiques et tout. Et il va falloir qu'on les évite pour éviter les surinfections de cet organe-là qui peut être fatal pour l'enfant. On reçoit parfois des enfants en postpartum et avec le refus de téter, par exemple. On amène l'enfant que depuis hier, l'enfant refuse de téter et tout. Voilà. On reçoit également des enfants qui reviennent avec des fièvres, qui sont des signes d'infection et tout, qui sont des réponses de l'organisme pour dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas à l'intérieur. Voilà, donc en quelque sorte, et bref, voilà, c'est ce que je peux vous dire. Et sans oublier aussi la perte du poids des enfants qui ramène beaucoup plus les mamans en consultation. Voilà. Alors, dites-nous, quelle est l'importance du suivi prénatal? Parce qu'on a l'habitude de dire que quand on est enceinte, il faut se rendre régulièrement à l'hôpital, mais ce n'est pas forcément ce qui se fait chez certaines personnes. Alors aujourd'hui, c'est l'occasion de pouvoir dire exactement ce qu'est l'importance de ce suivi-là. Alors, c'est un point très important dans la prise en charge de la femme
et de son enfant que nous appelons communément couple materno-fœtal. Et il faut dire que il est très important de respecter ces rendez-vous en consultation prénatale. Bon, et aujourd'hui dans certains pays, on parle des soins prénatales recentrés. C'est-à-dire que c'est des soins fournis aux femmes enceintes et de manière adéquate pour pouvoir prévenir les complications de la grossesse. Imaginez aujourd'hui une dame qui refuse d'aller en consultation, elle tombe enceinte, elle reste à la maison comme si, bon, rien n'était. Et à 6 mois, 7 mois, on l'amène avec des œdèmes généralisés. C'est-à-dire que elle est enflée, les pieds sont là, et tout, le visage est bouffi et tout. Et après l'examen, on voit qu'il y a de l'anémie qui est là. Et on remarque qu'il y a la tension qui est là. Mais cette tension peut-être s'est déjà transformée en prééclampsie sévère, comme je venais juste de le dire. Et c'est une pathologie qui est très fatale pour la femme et pour l'enfant, quand elle va se transformer en éclampsie, par exemple. Voilà. Et quand la dame enceinte consulte, ce n'est pas pour un plaisir. Ce n'est pas pour venir orner l'hôpital, ni venir rendre visite aux prestataires de santé. Mais c'est pour permettre aux prestataires de santé de prévenir les complications qui peuvent survenir chez elle et chez l'enfant qu'elle porte. Alors, et c'est comme les femmes qui pensent qu'aller faire l'échographie, c'est juste chercher le sexe de l'enfant. Alors nous, quand nous on entend ça, ben ça nous fait rire. La femme vient, on fait l'échographie et la femme te demande c'est quel sexe. Bon, je ne sais pas, quelle que soit la durée de la grossesse, l'enfant là va sortir, le sexe ne va pas changer. Mais nous, en faisant ce genre d'examen là, c'est pour voir l'évolution normale ou pathologique de l'enfant qui est à l'intérieur. Parce que nous, on te regarde comme ça, mais on ne voit pas l'enfant. Voyez-vous? Mais en faisant ce genre d'examen imagérique là, c'est pour aller voir comment évolue l'enfant. Comment se porte l'enfant à l'intérieur? Même si nous, en tant que maïoticiens d'État, en tant que sage-femme, on peut d'ores et déjà écouter les bruits du cœur de l'enfant hors échographie, on a besoin de voir la forme de l'enfant. Et on ne peut pas examiner la dame et immédiatement détecter la forme de l'enfant. Mais c'est l'imagerie qui va nous permettre de voir, ah, tel enfant, il y a une malformation, tel enfant, il faut arrêter cette grossesse-là à telle date, il faut faire ça, il faut faire ci. Alors, les examens là, ça peut nous permettre également de voir, est-ce que l'eau dans laquelle l'enfant vit, le liquide amniotique, est-ce que c'est en quantité suffisante? Est-ce qu'il y a une diminution? Et même parlant de la santé même des enfants, on a souvent constaté qu'après même l'accouchement, il y a une pratique qu'on appelle souvent contact peau à peau et qui est souvent pratiquée. Est-ce que ça aussi, ça a une certaine importance parce que très récemment, on en parle beaucoup. Moi, je voudrais vraiment en savoir un peu plus. Oui, le contact peau à peau, je dirais que ça a beaucoup d'atouts, très important d'ailleurs. Et vous savez, l'enfant étant dans l'utérus de sa maman, l'enfant étant à l'intérieur de sa maman, communique déjà avec la maman. Et quand la maman est en joie, l'enfant aussi est en joie. Quand la maman est stressée, l'enfant est stressé. Quand la maman fume, l'enfant sent la fumée depuis là. Quand la dame boit, ça agit déjà sur l'enfant et tout et tout. Et quand l'enfant sort de l'utérus de sa maman, et il faut accentuer ou bien il faut augmenter également ou bien il faut continuer cette communication-là entre la mère et son enfant. Quand vous mettez l'enfant peau à peau contre sa maman, d'abord l'intimité naît. Il y a une naissance d'intimité materno-fœtale et ça accentue l'amour materno-fœtal également. La dame qui venait juste de pleurer, quand on met l'enfant contre sa peau, vous imaginez la joie qu'elle va ressentir? C'est une joie, c'est-à-dire que c'est un calme cœur. Et cette méthode également de peau à peau permet d'initier ou bien de réveiller le réflexe de succion chez l'enfant. Parce que quand nous faisons sortir les enfants comme ça, là, mettre peau à peau, on initie en même temps le tété à l'enfant. On envoie le sein dans la bouche de l'enfant pour rapidement déclencher, par exemple, la production lactée chez la maman. Vous savez que c'est en tétant là que ce processus de lactation se déclenche au niveau de l'hypophyse chez la maman. Voilà. Donc, bref, la méthode peau à peau est très importante.
Il y en a même qui vont jusqu'à dire que cette méthode de peau à peau même facilite le décollement, facilite la troisième partie du travail d'accouchement, qui est le décollement et la délivrance du placenta. Même les enfants prématurés. Hein. Alors oui, chez les enfants prématurés, c'est un autre cas. Parce que même la méthode peau à peau permet également l'échange de chaleur. Vous savez, l'intérieur est plus chaud que l'extérieur. Quand nous faisons sortir l'enfant immédiatement là, quand vous mettez l'enfant peau à peau contre sa maman, il y a échange de chaleur. Ça permet en même temps de préserver la température corporelle également de l'enfant en prenant la chaleur de sa maman. Alors, nous tendons vers la fin de cette émission. Quels sont les conseils que vous pouvez donner aux mamans pour pouvoir préserver et leur santé et la santé de leurs enfants? Alors, préserver la santé de leur maman, d'abord, il faut commencer par l'hygiène. Tu commences par l'hygiène parce que la majorité de nos maladies là sont liées à des bactéries, à des microbes et beaucoup plus à des saletés. Alors, pour que la maman soit en bonne santé, il faut quand même qu'il y ait l'hygiène qui serait vraiment mise à rigueur. Et tant que la maman met en rigueur l'hygiène corporelle chez elle, même l'hygiène environnementale et tout, elle est exemptée de beaucoup de maladies. Parce que tant que la maman est malade, l'enfant est malade. Et parce que, pourquoi ceci? C'est la dame qui doit être en bonne santé pour prendre soin de son enfant. Maintenant, est-ce qu'une malade peut prendre soin d'une autre personne? Je ne pense pas. Étant malade, je pense que tu ne peux pas prendre soin d'une autre personne. Donc, il faut être d'abord en bonne santé avant de pouvoir prendre en charge une autre personne. Voyez-vous? Donc, il faut quand même que la santé maternelle soit au point pour pouvoir parler maintenant de la santé de l'enfant. Donc, et les enfants, par exemple, il faut les protéger et tout. Des agresseurs extérieurs, c'est-à-dire la température, et le froid, le vent, le bruit et tout et tout. Il faut protéger l'enfant pour que l'enfant soit vraiment dans une condition vivable. Voilà. Merci beaucoup, monsieur Big Togo. Voilà, comme je le disais, nous sommes talonnés par le temps. Nous allons devoir finir cette émission. C'est vrai que nous avons encore beaucoup de questions à vous poser, mais malheureusement, bon, on va devoir finir. Peut-être un autre passage avec vous nous éclaircira plus sur les autres questions que nous avons en suspens. Merci à vous d'être passé dans cette émission. Ce fut un plaisir. Vraiment, merci. Merci à vous également pour l'honneur. Ce fut également un plaisir pour moi d'être sur le plateau aujourd'hui pour parler de la santé mère-enfant et à la population. Merci aux téléspectateurs qui nous suivent également. Vraiment, merci beaucoup. Merci également à vous. Plaisir. Comme d'habitude. Et merci à l'équipe technique qui nous a accompagnés durant cette émission. Je n'oublie pas également de dire merci à vous, très chers téléspectateurs. Merci d'avoir été des nôtres. Rendez-vous donc demain matin pour un nouveau numéro de l'émission Le Plateau du Bien-être. Hey,